notre conférencier vient d'Orléans et ne doit pas louper son train tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, il a disparu, tiens. Ah non, il est là, d'accord. Alors, quelques petites annonces pour commencer, comme d'habitude. Tout d'abord, merci de votre fidélité aux conférences mensuelles de la SAF. Donc, cette année, l'année débute vraiment fort. Il y a beaucoup de conférences très intéressantes. En voici quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, il y a une exposition très intéressante à la BNF sur les cartes marines. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Il paraît que c'est formidable. Moi, je vais y aller la semaine prochaine. Et il y a un catalogue superbe. Donc, si vous pouvez, allez-y. On peut prendre ces billets par Internet, je crois. L'IAP, nos amis de l'IAP font un nouveau cycle de conférences qui lie un peu Église et science. Alors je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais la première séance a lieu mardi prochain. Il faut s'inscrire, je crois qu'il reste encore de la place, il faut s'inscrire par Internet sur le site de l'IAP. Jean-Marc Lévy-Leblond propose une conférence sur un de ses thèmes favoris, pourquoi la nuit est noire, à l'école de physique et chimie de Paris. C'est le 16 janvier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour nos amis de la SAF, la commission de... Vous m'entendez bien dans le fond ? Oui. La commission de cosmologie a le plaisir de recevoir Yannick Mélier. J'espère que vous avez tous vu, il y a 4-5 jours sur Arte, une émission sur le mystère de la matière noire qui était presque entièrement dédiée à Yannick Mélier. Il nous expliquait un peu les micro-lentilles, etc. Et il est le PI de la mission Euclide, la nouvelle mission de l'ESA. Il va nous expliquer cette mission le samedi 19 janvier. Notre ami Bernard Lelard de la SAF, le président de Vega, va nous présenter une conférence sur Georges Lemaitre chez nos copains de Montgeron. Hein. Moi, j'aurai le plaisir de parler de Hubble à Triel et surtout au théâtre Robert Manuel de Plaisir. Vous savez tous que je suis de Plaisir, parler du Soleil. Notre étoile, l'étoile la plus proche, c'est le Soleil. Prochaine conférence de l'IAP, c'est la découverte du boson de Higgs par Bruno Massonnier. Alors là, ça vaut le coup. C'est déjà complet ? Bon, j'ai eu la chance, je me suis inscrit ce matin. Bon, faut quand même tenter le coup. Ils vous mettent sur une liste d'attente et il y a toujours 10% des gens qui ne viennent pas. Hein, donc ça vaut le coup, parce que là, je pense que ça sera bien. Pardon ? Alors, ce n'est plus diffusé en direct sur Internet, m'a dit Daniel hier. Ouais. Parce qu'au dernier pointage sur la diffusion par Internet des conférences de l'IAP, il y avait 25 personnes. Bon, pour 25, ils ont annulé. Eh oui. La prochaine conférence mensuelle de la SAF, c'est notre ami David Valls-Gabo de l'Observatoire de Paris qui va nous parler de M31. Et puis, voilà. Donc voilà le programme des prochaines conférences que vous commencez à connaître. Il y a les exemplaires sur le côté de l'estrade pour vous. Alors, ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Le Breton, qui a été un des responsables de la mission Cassini-Huygens. J'allais présenter Jean-Pierre en disant qu'il était à la retraite. Et puis, lors de notre dîner, il n'est plus à la retraite. Il est en fait PI d'un des instruments de la mission Rosetta. Hein, comme quoi, vous voyez, il n'y a jamais de retraite pour les braves. Alors, il va nous parler de Cassini-Huygens et faire le point de cette mission. Je lui laisse la parole.
Bon. On a besoin de Goldfinger. Je vois. Bonsoir. Oui, alors en fait, je suis à la retraite de l'ESA. J'ai travaillé à l'ESA pendant 32 ans. J'ai pris ma retraite de l'ESA, mais terminer aussi brutalement, c'est trop difficile. Donc, j'ai repris du service en quelque sorte pour quelques années dans un des labos du CNRS, le laboratoire de physique et civile environnement à Orléans, et également au LESIA, à l'Observatoire de Paris-Badon. Donc, je serai actif. Si vous touchez au bouton, non? Non, il ne faut pas y toucher. Tant que c'est rouge là-haut, ça marche. Donc je serai actif encore quelques ans, et c'est vrai que j'ai repris en quelque sorte des responsabilités sur la mission Rosetta. Alors j'ai toujours, bon bien sûr Huygens c'est une mission formidable, je vais essayer de vous en parler un peu, mais Rosetta ce sera Huygens Force 10. Vraiment, Rosetta est une mission extraordinaire, et si tout marche bien, ce sera vraiment un événement considérable pour l'exploration spatiale. Rendez-vous dans 2 ans, 1 an et demi. Alors, oui, je vais vous parler de la mission Cassini-Huygens et de quelques-uns des résultats. Alors, en fait, j'ai intitulé mon exposé l'exploration de Saturne et Titan par Cassini-Huygens, bilan, une saison après l'atterrissage de Huygens à la surface de Titan. Alors, une saison, c'est bien sûr une saison de Saturne. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la durée des saisons. Donc, c'est vraiment une saison de Saturne ou de Titan, puisque la durée des saisons est la même sur Saturne et Titan. Alors, c'est presque de l'histoire, de l'historique de cette mission, c'est presque l'histoire dans la mesure où ça a commencé il y a relativement longtemps. Alors, c'est toujours difficile de dire à quel moment l'idée d'une telle mission a germé. Bon, je replace l'idée dans le contexte de la mission Voyager. Et Voyager a survolé Titan en 81. La mission, il y avait quelques idées, s'est vraiment matérialisée en 81. Et donc en 82, il y a eu une proposition qui a été faite de mission à l'Agence spatiale européenne par un groupe de planétologues dirigé par Daniel Gauthier de l'Observatoire de Paris-Meudon, qui est, bon, on en parlait encore cet après-midi, qui est vraiment l'un des pères, le père de la mission Huygens. Donc c'est ce groupe de planétologues européens qui a proposé à l'ESA de faire une mission vers Saturne et Titan, bien sûr en collaboration avec la NASA, dans la mesure où une telle mission n'est absolument pas envisageable par les Européens seuls. Alors, nous avons commencé les études en 1984. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le groupe de la mission. J'ai commencé les études en 1984 et depuis 1984, j'ai toujours été impliqué dans cette mission jusqu'à ce que je prenne ma retraite de l'ESA l'an dernier, il y a même 2 ans maintenant, en septembre 2011. Donc, j'ai travaillé 27 ans sur cette mission. Alors, j'ai eu toutes les joies et les peines, parce qu'on a eu quand même quelques peines lors de cette mission. Alors les études ont duré environ 5 ans, c'est une durée relativement courte maintenant, puisqu'en fait, pour étudier une telle mission, il y avait beaucoup d'aspects techniques à étudier, des aspects scientifiques, mais aussi il y avait le besoin de mettre en phase la collaboration internationale entre les Européens et les Américains, entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Donc 5 ans maintenant, c'est relativement court. Le développement, alors la sélection de la mission de chaque côté de l'Atlantique s'est faite dans les années 80, fin 88, 89. Et donc en 90, le développement a vraiment commencé. Et donc de la sonde Huygens, alors la sonde Huygens que l'on voit ici, pour l'ESA, et de l'orbiteur, du module principal, l'orbiteur
de la NASA. Alors en fait, la NASA, en 1992, a établi une collaboration spécifique avec l'Agence spatiale italienne, et l'une des fournitures de l'Agence spatiale italienne a été la fourniture de cette grande antenne, l'antenne de télécommunication, qui sert aussi comme antenne radar. C'est donc une fourniture spécifique italienne dans le cadre d'un accord entre la NASA et l'Agence spatiale italienne. Donc la NASA a fourni l'orbiteur, l'ESA Huygens et l'Agence spatiale italienne l'antenne de communication. Le lancement a eu lieu en 1997, l'arrivée en juin 2004, donc 7 ans de voyage, je reviendrai sur le voyage. La fin de la mission nominale était prévue mi-2008, donc 4 ans de durée de mission